Bah écoute, est-ce que tu es en mode Netflix sur ton canapé ou tu fais des choses dans ta vie? L'émission d'aujourd'hui, ça va être sur préparer son stock de nourriture, les aliments à acheter, les aliments à surtout pas acheter. Bon, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est avec Stéphane et on a décidé de lancer une nouveau type d'émission. L'objectif de cette émission, ça va pas être justement de se laisser aller, ni de devenir parano, ni de devenir une espèce de je m'en foutiste qui dit bah je suis chez moi tranquille en pyjama et rien à faire. Je vais manger du popcorn et voilà, laisser les choses aller. Donc au contraire, c'est une émission où on va se bouger le cul et on va justement repartir sur des bonnes bases. On va commencer peut-être par se présenter un peu. Tu es donc Stéphane Tétard, tu es l'auteur de plusieurs livres. Je crois que tu as quasiment une dizaine de livres, hein, une dizaine de livres. J'en ai quasiment une dizaine. Là, je suis en train de préparer le 10e. Principalement sur la naturopathie, la santé naturelle. Celui que je prépare actuellement, c'est le neurohacking, comment booster son cerveau. On en reparlera. Ah, il a l'air super celui-là. J'ai lu déjà le sommaire et il donne envie. Notamment, il y a un livre que tu m'avais gentiment envoyé quand j'étais au Canada qui s'appelle La Bible de la naturopathie. Donc ça, c'est on va en parler tout à l'heure. Je l'ai là. Et puis je finirai sur moi. Donc moi je m'appelle Kevin Facio. Je suis le fondateur du blog Monsieur Style. Alors Monsieur Style, donc c'est un blog sur l'habillement, sur l'amélioration de l'apparence masculine, et je suis aussi un passionné de développement personnel. Moi je t'ai envoyé une liste de courses. Alors j'ai acheté un PDF, comme je t'ai dit, qui était spécial survivaliste. Donc, comment survivre à cette apocalypse vivant avec des zombies partout. Donc, je voudrais que tu me dises ce que tu penses de cette liste de courses. De ton point de vue de naturopathe, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais te dire ça. Et juste avant de basculer, comme ça, je vais vous aussi la montrer, cette liste-là, comme ça tout le monde pourra la voir. C'est de se dire pourquoi je fais des provisions. Il y a deux raisons pour faire des provisions. La première, c'est de se dire, waouh, s'il y avait plus à manger. OK. Mais là, c'est la peur profonde. C'est vraiment, si c'était la catastrophe, on imagine Paris coupé. Pour éviter les contagions, on n'autorise même plus les camionneurs ou les trains de venir de province avec de la nourriture. Et qu'est-ce qu'on ferait? Donc ça, c'est un cas qui est vraiment extrême. Mais il y a une autre raison de faire des provisions. C'est une raison beaucoup plus citoyenne. Moins je fais mes courses, moins je risque de contaminer ou d'être contaminé. Oui, c'est-à-dire que le confinement, hein, le but du jeu, c'est d'éviter qu'il y ait le moins de personnes, enfin permettre plutôt qu'il y ait le moins de personnes possible en contact pour qu'il y ait de moins de transmission de la maladie. Si je vais faire les courses tous les jours, j'augmente les chances d'être un vecteur, de la recevoir puis de le repasser. Donc l'idée, c'est que si je fais les courses qu'une seule fois par semaine, je réduis énormément les chances d'être contaminé ou de faire passer la maladie, d'être contaminant. Puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de flou, on sait que 8 fois sur 10, cette maladie-là est asymptomatique. C'est-à-dire que peut-être je l'ai et que je ne le sais pas. D'accord. Intéressant. Donc, mais justement, là, actuellement, je me permets de te couper parce que actuellement, je suis chez ma mère et il y a les voisins. En fait, on est une petite rue où tout le monde se connaît et une moyenne d'âge, on va dire, de personnes de 60 à 80 ans, un peu plus. Et donc, des personnes à risque. Et ma voisine, en fait, elle a plus de 80 ans et elle peut pas s'empêcher d'aller acheter des provisions tous les jours. Alors pour elle, cette idée de faire une course une fois par semaine serait bien. Pourquoi? Parce que on sait que au-dessous de 50 ans, les risques sont quasiment nuls. Moins de 1%. Alors, c'est à la fois les risques de tomber malade et les risques de mourir de la maladie. Au-dessous de 40 ans, c'est 0,2. Au-dessous de 50 ans, c'est à peine plus. À partir de 50 ans, on commence à passer le 1%. Voilà, et 60, 70 jusqu'à 80, on augmente, et à partir de 80, c'est 15% de chance, plutôt de risque de mourir en cas de maladie. C'est-à-dire plus on avance en âge, plus cette maladie est dangereuse. En plus, si on a un homme, on a plus de chances puisqu'environ 70% des morts sont des hommes. Donc, c'est vraiment les personnes qui ont très peu de risques. Par contre, au-delà, à partir de 50 ans et plus, et je suis dans cette case-là maintenant, eh bien, on doit faire attention. Alors, 50, ça va. 60, ça commence à être notable. On frôle les 10, voilà, je crois que c'est 8%, enfin, je me rappelle plus des pourcentages précis, mais en gros, à partir de 60, il faut vraiment faire attention, et à partir de 80, très, très attention. Donc, elle aurait intérêt à faire ses courses une fois, et en même temps, j'entends qu'elle a besoin de sortir, d'avoir un peu de rapport social.
Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, tu sais, ça me rappelle quand j'étais facteur, quand j'étais étudiant, et je me souviens à quel point les personnes âgées attendaient le facteur. En fait, c'était leur dernier lien Oui, social. Ce qui est triste, hein, ça me foutait le moral à zéro. Je dis, mais en fait, finalement, le seul chose qu'ils avaient le jour, c'était leur petit journal le matin, et voilà. C'est vrai que c'est le lien social, donc c'est vraiment important, et on va en parler, je pense aussi du lien social parce que c'est vraiment voilà. important Eh ben, ça. et figure-toi qu'il est sur la liste. Voilà, il fait partie Alors, de la liste justement. je vais Ça, essayer de c'est nous afficher la liste. Voilà. Et voici la excellent. liste. Alors, ça, justement, ça, c'est une liste, donc, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent Piero San Giorgio. Piero San Giorgio fait partie de ce qu'on appelle les survivalistes. Et alors, c'est que les survivalistes, ça vous fait peur, vous dites, c'est un taré probablement qui est sur son bunker et voilà, qui a peur de mourir et qui veut parler à personne. En réalité, Piero San Giorgio est quelqu'un de assez pragmatique. Et justement, il a annoncé 7 principes besoins vitaux dans une situation de crise. Et on en vient au point 7, notamment qui est le lien social. Donc, L'eau, c'est important. Alors, sachant que dans la situation actuelle, le risque de manque d'eau est très peu probable, puisque pour qu'il y ait un manque d'eau, il faudrait qu'il y ait un manque d'énergie. Donc là, il y a peu de chances qu'il y ait que les centrales d'énergie ne fournissent plus d'énergie pour que les centrales d'eau puissent être alimentées par les pompes et redistribuer l'eau. Donc l'eau est très peu probable ici. Alors comme tout le monde, alors moi je me suis intéressé beaucoup au survivalisme. J'ai à la maison quelques bouteilles d'eau de réserve. Et puis, je suis conscient que j'ai mes réserves secrètes d'eau. Et oui, si on me disait demain, il y a plus d'eau, eh bien, la première chose que je ferais, je couperais mon cumulus qui contient 100 litres ou 200 litres d'eau. d'accord. Donc, c'est d'être conscient qu'en cas de problème, on a de l'eau potable à la maison, à condition d'agir tout de suite. Si je prends une douche avec les dernières gouttes d'eau, là, ce serait aussi problématique, c'est pour les toilettes, Oui. puisqu'on ne pourrait plus vider les toilettes, donc il faudrait ressortir les pots de chambre et les sortir dans la rue ou dans le compost si vous l'avez. Alors moi, je suis dans le cas de Parisien, enfin je suis presque parisien parce que je suis à côté d'un bois, mais pour moi, le problème de l'eau n'est pas un vrai problème. Le problème de la nourriture, lui, est un problème, puisqu'il peut y avoir des problèmes d'approvisionnement, puisque les gens circulent moins. Et il faut bien des gens pour transporter la nourriture. Les problèmes de santé, bien là, c'est d'avoir le matériel nécessaire. Donc, c'est d'avoir à la maison la trousse de pharmacie minimale. Moi, j'ai fait une vidéo sur la trousse à pharmacie à avoir minimale. On en reparlera, je pense, lors d'une autre vidéo, avec les huiles essentielles qui sont très puissantes. Donc, j'ai un petit cocktail d'huile essentielle que je décris sur ma chaîne YouTube, qui est, je vous le dis vite fait, hein, Niaouli, Ravinsara et Eucalyptus radiata, comme le radiateur. Ces 3 huiles essentielles se mélangent très bien et sont d'excellentes huiles préventives. C'est-à-dire que dès que je sens un petit peu patraque, donc avant d'être réellement malade, je prends une goutte de chaque dans un peu de miel, que je dilue dans un peu d'eau. Je fais une tisane de miel aux huiles essentielles. Je prends ça le soir, le matin, et ça tue les microbes et les bactéries. Et les virus, pardon, puisque là, c'est ce qui nous intéresse, c'est les virus. Donc, c'est plus puissant que les antibiotiques. Par contre, ça ne casse pas ma flore intestinale et ça booste mon système immunitaire. Donc, les huiles essentielles sont très puissantes. Donc, j'ai ça dans ma trousse à pharmacie. J'ai aussi un petit cocktail d'huiles essentielles ultra puissantes qui sont qui sont le best-of des huiles essentielles anti-infectieuses, donc là encore antivirales, antibactériennes et beaucoup de choses, et qui boostent le système immunitaire. Et si on tombait malade et j'avais quelqu'un de gravement malade et que le système de santé était écroulé, eh bien je pourrais donner à ma famille, à la personne malade, ces antibiotiques. Dans ce cas, il faudrait aussi prendre quelque chose contre la fièvre. J'avoue que je n'ai rien contre la fièvre parce que un pack d'eau permet déjà de refroidir un peu la fièvre d'une part, et d'autre part, la fièvre est le meilleur moyen de tuer la maladie. Le problème, c'est que lorsque la fièvre va trop loin, elle tue aussi la personne. Voilà, c'est ce que j'aurais dans ma trousse. Enfin, moi, dans ma trousse à pharmacie, j'ai beaucoup de choses pour booster le système immunitaire et des huiles essentielles antivirales, antibactériennes. Je m'appuierai là-dessus. Ensuite, quand on est en détresse respiratoire, il n'y a qu'une seule chose, c'est d'aller aux urgences. L'énergie, comme je disais tout à l'heure, c'est très peu probable que l'énergie soit problématique
Donc, Ouais. a priori, on ne rencontrera pas ce problème. Les connaissances, ben, c'est savoir, donc c'est s'informer, ce qu'on est en train de faire. Hein. La défense, ben, il y a peu de chances qu'on arrive au cas d'émeute. Et le lien social, eh bien, c'est le réseau. Alors là, le problème, c'est que je peux pas aller chez le voisin pour voir ce qui va bien. Mais par contre, ce que je fais, je reste en contact avec ma famille. Donc, chaque jour, je vais appeler un membre différent de ma famille, ce qui fait qu'on est tous au courant de ce qui se passe. Si quelqu'un a des problèmes, voilà, par exemple, est-ce que mon père, dont ses revenus dépendent de l'allocation de tourisme, ben, est-ce que là, il a suffisamment d'argent? Là, c'est la question qu'on se pose avec mes frères et sœurs pour lui envoyer éventuellement un peu d'argent pour lui permettre de passer mieux la période. On en parlait en off, que en gros, c'est quand même, c'est un mec qui se met bien. Hein. Il est gourmand. Hein. Voilà, il a un bon appétit. Hein. Moi, j'avais fait des calculs pour la même chose il y a de ça quelques années. C'est pour une Qui sont personne. deux Hein. choses. Pour aller très vite, C'est pour une personne cette liste, hein, on dit. Hein. voilà, c'est une liste pour une personne pour un mois. Donc là, il a prévu de nourrir une personne qui apparemment doit être un bon gaillard, donc avec un bon appétit et Genre qui moi. va avoir une activité physique. Juste une chose, c'est bien de se dire que la plupart des personnes qui nous regardent aujourd'hui, elles, ce qu'elles ont plutôt tendance à faire, c'est que quand elles font les courses en double. Si leur objectif, c'est juste simplement de sécuriser, d'aller moins souvent au magasin et de sécuriser, il y a la méthode que je te disais suisse. C'est-à-dire, je fais mes courses en double. J'achète ce que je consomme habituellement en double. Comme en général, je fais mes courses pour une semaine, si je fais mes courses en double, j'ai mes courses pour 2 semaines. D'accord. Oui. Donc, et ensuite, ben, je peux prendre la décision, soit, si je suis pas inquiet, de faire les courses dans 2 semaines. Donc, c'est d'attendre que mes stocks se vident complètement pour refaire le plein. Ou alors, donc, qui permet d'espacer mon exposition. Ou alors, ben, chaque semaine, j'ai toujours ma semaine de marche. C'est-à-dire que si un jour on disait il n'y a plus de nourriture, il y a toutes les chances que le problème soit résolu sous une dizaine de jours. Donc, d'une semaine à 10 jours, il n'y a plus grand chose. Alors moi, j'ai pas compris qu'on appelle ça la méthode suisse, mais j'aime bien en tout cas. Alors, parce que les Suisses ont l'obligation de faire des réserves. Tu sais que les Suisses étaient très sécuritaires à une époque. Oui. Beaucoup de bâtiments avaient été équipés d'un local anti-atomique, et donc il fallait bien qu'il y ait des réserves. Parce que si tu vas dans un abri que t'as pas mangé, c'est embêtant. Donc sûr. tout le monde devait faire sa petite provision. Et sa petite provision, c'était quoi? C'est quasiment les listes de courses en double. D'accord, mais je dirais même que c'est quelque chose qu'on doit faire à chaque fois, en fait, à chaque course. Par exemple, je te donne un exemple très simple. Mon grand-père, qui a connu évidemment l'occupation, etc. Comme il dit, il a transmis ça à mon oncle et à ma mère, de toujours avoir avoir la voiture qui est toujours prête à démarrer. C'est-à-dire toujours avoir un plein. Et ça, c'est un truc que ma mère fait tout le temps, et mon oncle aussi. Donc ça veut dire déjà être prêt. Si jamais il y a une urgence, tu vois, pouvoir prendre la voiture, aller aux hôpitaux s'il y a besoin. Et voilà, et c'est un truc tout bête, parce que là, s'il y a besoin de se déplacer, elle est prête à se déplacer. Mais si tu as une semaine de course, imagine, on te pique ton portefeuille. C'est vrai que moi, des moments, j'ai tous mes moyens de paiement dans mon sac à dos. On me pique mon sac à dos. J'ai pas de moyens de paiement pendant quelques temps. C'est ça. Puisqu'il faut que je refasse mes papiers, mes déclarations et tout. Donc, le fait d'avoir une semaine permet d'être serein. Et en plus, le fait d'avoir cette rotation-là, ça me permet, je prends rien en stock que je garde pour plus longtemps. D'accord. Et là, ce qu'il nous a proposé dans cette liste, c'est plutôt une liste de choses qui se conservent très longtemps. Ouais. Pour que je la renouvelle qu'une fois tous les 6 mois, voire moins. Alors, on va peut-être regarder en détail justement. Alors, déjà le sel, parce que le sel, moi j'ai beaucoup entendu. D'ailleurs, toi, en tant que naturopathe, je crois que le sel c'est pas si bon que ça. Hein. Je crois que le sel n'en manque pas. Hein, de ce que je voilà, le sel vraiment ne manque pas. Alors pourquoi il manque pas? C'est qu'on le met dans tous les plats préparés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu achètes quelque chose préparé par quelqu'un d'autre, il y a du sel. Que ce soit un gâteau, bien sûr, voilà, c'est vraiment le sel. Moi, c'est bien simple. Je réfléchis. Oui, j'ai pas de sel vraiment. J'ai une espèce d'herbe amare qui contient un peu de sel et beaucoup d'autres épices. Et il y a le sel Himalaya aussi qui est bien. Le sel de l'Himalaya qui est une bonne source. Donc là, le but du sel, c'est qu'il donne de la saveur aux aliments. C'est vrai. Parce que quand tu n'as pas beaucoup d'ingrédients pour relever, on verra tout à l'heure, en gros, c'est des pâtes et de la viande.
ou du Oui. riz et de la viande, eh ben, la petite pincée de sel, elle devient précieuse puisqu'elle donne de la saveur. D'accord. Alors, tu pourrais me dire, mais alors pourquoi pas aller carrément au bouillon Knorr ou aux choses comme ça? Le problème, c'est que là, ça contient du glutamate Ouais. Oh là. et que, alors, ça rend, c'est bien simple. Tu mets un bouillon Knorr dans n'importe quoi, ça le rend bon forcément parce que le glutamate nous rend, c'est une substance qui allume l'appétit, qui aiguise l'appétit. Et ce qui fait qu'une fois, j'ai goûté du riz au glutamate. Donc, c'est du riz où il y a un peu de glutamate. Au goût, il n'y a aucune différence. Mais je voyais que je ne pouvais pas m'empêcher de finir le bol de riz. Et je voyais mon fils qui, lui, a aussi fini son bol de riz. Et à la fin, il a eu cette migraine qu'on peut avoir quand on est sensible au glutamate. Ouais. Donc, le sel reste encore un bon compromis. Alors, si je veux être dans une solution santé, ben, je vais prendre effectivement du sel de Guérande ou du sel de l'Himalaya. Ou du gomasio, mais c'est effectivement l'idée d'avoir du sel va permettre de relever le goût. Le poivre, très sincèrement, c'est pas une épice que j'adore, mais je remplacerai le poivre par des petites bouteilles d'épices. Moi, j'ai beaucoup d'épices du curry, du curcuma et beaucoup de mélanges tout faits souvent à base d'Ayurveda, parce que l'Ayurveda conçoit les aliments pour la santé. Donc, la plupart des épices de l'Ayurveda sont des épices qui favorisent la digestion. D'accord. Donc, il y a un relève truc. le goût. Ouais, bien sûr. Il y a un truc moi, qui me choque un peu. Alors moi, tu sais que je suis un grand partisan du vinaigre. Hein. Le vinaigre d'alcool blanc, on fait tout avec. Hein. On peut nettoyer les légumes, ça permet aussi, c'est antibactérien. On peut nettoyer les toilettes avec. On fait plein J'ai de ça choses. sous l'évier, oui. Moi, personnellement, je mettrais plutôt 5 litres de vinaigre que, par exemple, 5 litres d'huile d'olive. Pourtant, j'adore l'huile d'olive. Hein. Alors, Mais, oui. Pour l'huile d'olive, alors je vais t'expliquer son calcul dans une minute. Le vinaigre, effectivement, j'ai dans le frigo 1 litre de vinaigre de cidre depuis très longtemps. Hein. Donc ça va te permettre de relever des salades. Alors ça peut te permettre aussi de relever des salades, notamment si tu fais des salades de plantes que tu cueilles à l'extérieur. Ça nettoie en plus. Voilà. Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai du vinaigre blanc pour nettoyer. Donc, en réalité, j'ai 2 litres. J'ai voire même des fois, j'ai 5 litres. J'ai le vinaigre que j'utilise pour le vinaigre blanc, très fort, que je vais utiliser pour tout ce qui est nettoyage. Donc, qui est sous l'évier. Moi, je les achète par bidon de 5 litres. Ensuite, j'ai le vinaigre de cidre, qui est un vinaigre qui est un peu plus santé, dont le goût est un peu plus subtil, mais ça pourrait être un autre vinaigre, que là, qui est mon vinaigre de cuisine, mais que j'utilise pas énormément. J'utilise beaucoup le citron en remplacement du vinaigre. Oui. Voilà. L'une des premières choses que j'ai achetées pour préparer cette période, c'est un petit lot de citron. Parce que tu peux l'utiliser pour plein de choses, ça aide voilà, c'est vraiment une base de préparation qui remplace avantageusement le vinaigre. Alors, l'huile d'olive, pourquoi il a mis 5 litres d'huile d'olive? L'huile d'olive, alors l'huile, c'est, tu te rappelles que si c'est gras, sucré, salé, on aime. Oui, ça tu m'avais dit, ça. La grande théorie, Voilà. c'est vrai. Et donc, l'huile a une grande qualité. Alors, l'huile d'olive est une huile qui est assez saine puisqu'elle contient plein d'antioxydants. Moi, dans ma liste personnelle, c'est plutôt 1 litre d'huile d'olive. Bon, allez, 2 litres, parce que, enfin, moi, là, quand je passe à l'échelle famille, hein, mais pour une personne, je ne prendrai que 2 litres. 1 litre d'huile d'olive, riche en antioxydants, et 1 litre d'huile de colza, riche en oméga 3. Ouais. Donc, pour une personne, pour un mois. Pourquoi il a choisi ça? Alors, je prends ma calculatrice. Donc, je fais le calcul. Donc, dans 1 gramme d'huile, il y a 9 calories. Donc, en réalité, tu as 9000 calories par litre d'huile. D'accord, oui, donc c'est très multiplié calorique. Par 5, ça fait 45 000 calories. Si tu divises par 30, ça fait 1600 calories. Donc là, moi, effectivement, je pense qu'il s'est gouré dans son calcul. Parce que 1600 calories, c'est le minimum syndical que tu as besoin de calories. C'est-à-dire que lui, avec sa liste, avec l'huile d'olive, tu as déjà ton minimum de calories. Donc, je pense qu'il a dû un peu foirer son calcul. 5 litres d'huile d'olive, c'est ce que je prendrais pour toute la famille. D'accord. Voilà. Un pot de moutarde, ben, ça, c'est une épice. Bon, ok. Le sucre en poudre, eh bien, lui consomme du sucre en poudre. Nous, pour être tout à fait franc, 1 kilo de sucre en poudre pour une famille de 5 personnes nous dure facilement 6 mois.
C'est beaucoup. En plus, le sucre en poudre, c'est très mauvais parce que tu parlais des esters de goût. Le sel est un esteur de goût et le sucre aussi. Hein. Voilà. Gras, sucre. Voilà. Et en plus, Alors, bon, et si on fait la déclinaison santé, il suffit d'aller dans son magasin bio et prendre du sucre de canne. Ou oui. mieux encore, le sucre de canne qu'on appelle Radapura. Ou alors, de l'autre côté, tu as le sucre de coco, qui est un sucre d'index glycémique et qui apporte, comme le sucre de canne, beaucoup de vitamines et de minéraux. Oui. Mais le sucre blanc et le sucre roux, c'est effectivement des calories vides. Et dans ces périodes-là, on a plutôt intérêt à apporter des calories pleines. Des calories, c'est important, mais des calories pleines, puisque on n'est pas sûr qu'on aura suffisamment de légumes pour apporter. Alors justement, là, on va sur les conserves. Alors ça, les conserves, c'est le truc que tout le monde a acheté en masse. Alors, donc les conserves, il y a le thon. Alors, moi, je suis pas un fan de thon, puisque le thon est un des poissons les plus contaminés aux métaux lourds, mais je suis un fan de sardines. Pourquoi? La sardine, alors là, c'est l'idée de faire des provisions. Là, il fait pas des provisions pour un mois, il fait des provisions qui durent un mois, mais pour les 6 mois ou un an à venir. Donc, effectivement, l'une des sources de protéines les moins chères, ce sont les huiles, pardon, pas les huiles, les boîtes de sardines en conserve et les boîtes de thon en conserve. Donc, à une époque où j'étais un peu plus anxieux qu'aujourd'hui, eh bien, je prenais alors une vingtaine de boîtes de thon, enfin pas de thon, de sardines, différents types de sardines, un petit peu de thon, un petit peu de foie de morue, un petit peu, qu'est-ce qu'il y avait comme autre poisson, de hareng. Hareng, voilà, j'allais le dire. Voilà. Est-ce que tu es déjà allé en Scandinavie? Ils font des super boîtes d'hareng avec des sauces. Les Scandinaves sont très forts pour ça. Hein. Alors oui, alors tu peux en retrouver chez Lidl, tu retrouves des trucs qui sont assez rigolos. Puisque tu vois, c'est des chaînes économiques, mais internationales au niveau européen. Et donc souvent, tu retrouves des produits qui sont assez exotiques. Et je me rappelle effectivement que pour acheter des boîtes vraiment pas chères pour avoir mon petit mois de réserve, eh bien, j'allais chez Lidl et il y avait des saveurs assez rigolotes. Pas toujours réussi, hein, franchement. Hein. Voilà, ce que c'est des sardines au ketchup, c'est pas extraordinaire. Des sardines à l'huile d'olive, avec une vraie huile d'olive, c'est délicieux. Voilà. Moi, bon, il met tomate. Pourquoi il met, d'après toi, il met tomate? Parce que moi, personnellement. Alors, c'est une question de goût. C'est-à-dire que moi, déjà, prendre 20 fois la même chose, c'est pas une bonne idée. Ouais. Donc, l'idée, c'est de prendre tout un assortiment. Parce que si tu manges pendant 20 jours de suite le même thon à la tomate, donc, en réalité, c'est une boîte de poisson en conserve, parce que c'est la protéine la moins chère au kilo. D'accord. Voilà, c'est en gros 7 € le kilo de mémoire. Ok. Alors attention, je te parle des boîtes premier prix. Hein. Ensuite, tu peux aller un peu plus cher. Mais si tu veux faire un stock économique, c'est une stratégie qui est facile à faire. Chaque boîte correspond à un repas d'une journée, enfin à ta protéine de la journée. Les poissons, et notamment les sardines, t'apportent des oméga 3. Et tu peux avoir une grande variété. Donc, tu vois, ça t'évite la lassitude. Parce que si tu manges toujours la même chose, tu vois, t'imagines, tu es enfermé et tu manges la même chose, au bout d'un moment, tu deviens fou. Ouais. Alors ensuite, les boîtes de conserve de fruits, moi, je suis moins fan. Pourquoi? Parce que les fruits en conserve, juste, ils ont plus aucune vitamine et minéraux. Ils ont été cuits et recuits. Donc, donc, tu as des fibres, des sucres et du sucre. Oui. C'était bien sur le sucre. Donc, pour moi, c'est pas une bonne stratégie. Par contre, ce qu'on peut faire, si vous voulez faire vos petites provisions pour le mois, 1 ou 2 mois à venir, eh bien, vous pouvez aller au magasin bio et prendre des fruits secs. Il faut savoir que les pruneaux sont aussi riches en antioxydants et en vitamines et en minéraux que les goji. Sauf qu'il n'y a pas eu une grande campagne de publicité faite par les producteurs de pruneaux, alors que les producteurs de goji ont fait une grande campagne de promotion. Mais dites-vous bien, en termes d'antioxydants, il y a autant d'antioxydants dans des pruneaux que dans des goji. Sauf que les pruneaux coûtent 10 fois moins cher. C'est moins sexy, on va dire, les pruneaux que les goji. C'est moins sexy. C'est moins sexy. Et voilà, si vous voulez faire vos provisions, eh bien, vous prenez un paquet de pruneaux, un paquet des raisins secs, ce genre de choses qui vont vous apporter à la fois du bon goût sucré réconfortant, qu'on peut avoir besoin dans ces périodes-là, et en même temps, quand même, plus de vitamines et de minéraux que des pommes, poires, abricots en conserve. Alors ensuite, il y a justement ce qu'on appelle les fruits de conserve, c'est-à-dire c'est les fruits qui se conservent naturellement. C'est le cas notamment des pommes.
Donc, si vous prenez des pommes et que vous les gardez au frais, vous pouvez les garder pendant très longtemps. Ah ouais, tout à fait. Ben, dans les supermarchés, des fois, ça arrive des fois qu'il y a des pommes, elles sont presque pourries. Elles ont été mises pendant des mois dans un réfrigérateur. Et elles sont presque pourries à l'intérieur, tu vois. Effectivement, elles ont Voilà. une Alors, apparence qui là, est c'est que bien. ça fait un peu trop loin. Voilà, c'est Mais un peu trop lent. Mais des fois, ils nous font ça, les supermarchés. Hein. les pommes, naturellement, se conservent bien et se conservent longtemps. C'est-à-dire que voilà, nos grands-parents conservaient les pommes au frais et elles restaient facilement, je crois, 2, 3 mois, à condition qu'elles soient dans de bonnes conditions de conservation. Alors là, Donc, on attaque les choses sérieuses. On va sur les conserves de légumes. Alors, il nous dit donc 20 boîtes de conserves de légumes, haricots, carottes, petits pois. Je pense qu'on a tous acheté ça. alors, très sincèrement, là encore, je suis pas très fan parce que Ouais. vraiment, c'est des pures calories vides. Hmm, Dis-toi bien que pour être sûr que ce soit pas toxique, ça a été bien cuit et toi, tu vas le recuire pour le manger. c'est ça. Donc, s'il y a une vitamine qui a échappé, elle n'échappera pas à la cuisson. Alors, moi, ce que je vais plutôt aller, c'est vers les produits secs. Donc, les haricots secs, Ouais. les petits pois secs, donc les légumineuses, qui sont une très bonne façon de conserver les légumes et qui en plus sont très vitales. On en reparlera tout à l'heure parce que notamment tu peux les faire germer. Oui. Et quand tu fais germer, alors il se trouve qu'il existe deux graines à germer qui sont à peu près dans le best-of des vitamines et des minéraux. La première, c'est l'alfalfa. Mais voilà, si vous avez des germoirs, ben, achetez des graines d'alfalfa à C'est faire bon, ça. germer. C'est très bon. C'est délicieux, c'est très doux. Et ben la deuxième, c'est simplement les lentilles. Les lentilles vertes germées ou les lentilles blondes germées, mais pas les lentilles corail, euh, germées c'est l'un des plus grands cocktails de vitamines de vitamines et minéraux. Donc et c'est très facile à faire germer. En gros, vous prenez vos lentilles, vous les faites tremper une nuit, puis vous les rincez. Enfin, il y a plein de tutos sur comment faire germer ces graines. Et là, vous avez des légumes frais, ultra frais, pas des légumes qui ont été cuits et recuits. Mmh. C'est Voilà, intéressant. même les carottes. Les carottes, c'est quand même un légume qui se conserve plutôt bien. La pomme de terre est un légume qui se conserve plutôt bien. Les oignons se conservent plutôt bien. Je me rappelle, moi j'habitais avant à Montreuil, et à Montreuil, il y a beaucoup de grandes familles, et donc ils vendent des trucs. Moi j'adore parce que ça fait abondance. Ils vendent les paquets de 5 kilos d'oignons. Donc les oignons, c'est un aliment qui est très riche. Alors c'est pas des oignons bio, hein. Mais en réalité, je me suis aperçu que ça se conservait très très bien. Et pour préparation, tu te coupes un oignon, tu le fais revenir à la poêle, pas pour le faire frire complètement, mais tu vois qui est un peu roussi. Donc ça met de la saveur. Et ensuite tu mets n'importe quoi dedans, c'est forcément bon. Donc il y a des légumes qui se conservent longtemps. Les pommes de terre, les patates douces, les oignons, comme je disais, les carottes dans une moindre mesure, voilà, on va pas mettre les pommes, mais voilà, ce sont des choses fraîches que tu peux conserver longtemps. Bon, alors là, on a mis en PLS, comme disent les jeunes, on va dire, les boîtes de conserve de légumes. Alors, je pense que la conserve de plats préparés, à mon avis, je pense que tu vas lui faire sa fête. Hein. Alors voilà, alors ça c'est le pire parce qu'en général c'est pas digeste. Et en gros, on sait que c'est des aliments qui vont te donner du plaisir à manger. Oui. Mais alors ça dépend. Alors il faut savoir qu'on sait que la consommation régulière de plats préparés, de plats industriels, fragilise la personne, fragilise la santé. Ouais. Parce que c'est des aliments qui ont été cuits et recuits, donc qui n'ont pas de vitamines et minéraux, qui sont souvent à charge glycémique ultra élevée. Pourquoi? Parce que les industriels sont aperçus que plus c'était sucré, plus tu faisais un shoot de sucre. Donc, à la place de 10 boîtes de conserve de plats préparés, eh bien, je prendrais une dizaine de boîtes en plus Alors, je pourrais prendre un peu de charcuterie, mais la charcuterie, c'est la même chose, hein, c'est vraiment beaucoup moins nutritif. Mais quelque chose qui va être une source de protéines pour avoir une trentaine de protéines quotidiennes. Mmh. Alors, en début de crise, je peux très bien prendre aussi un plateau, tu sais, ces grands plateaux de 24 œufs. Oui. Tu vois, là, tu te fais, ça se conserve facilement un mois. Et tu as quelque chose qui est frais, naturel et qui n'a pas été transformé. Donc, en gros, tout ce qui est conserve, je ne garderai que
les poissons en conserve et éventuellement les viandes en conserve. Si on va parler des produits laitiers tout de suite après. Ah oui, bon, là, je pense que les produits laitiers, on va les. Alors, ça va être un bon moment aussi, les produits voilà. laitiers. Alors, moi, je les évite. Les produits laitiers ont une grande qualité. Et il faut savoir que les produits laitiers, à une époque, ont sauvé l'humanité. Ont permis en tout cas à l'humanité d'arrêter de mourir de faim l'hiver. Et oui, les produits laitiers sont en réalité la façon dont on a trouvé pour avoir des protéines sans tuer les animaux. Parce que avant, quand arrivait l'hiver et que l'hiver était trop long, il n'y avait plus rien à chasser, donc on tuait nos propres cheptels, et une fois qu'on avait tué notre cheptel, il n'y avait plus rien. Or, quand on s'est aperçu qu'on pouvait utiliser le lait et faire des fromages qui se conservent, eh bien, les produits laitiers a été la protéine longue conservation. Donc, c'est sa qualité. L'inconvénient, c'est qu'elle est pro-inflammatoire et qu'elle fragilise beaucoup de personnes, qu'elle peut poser des problèmes de digestion chez beaucoup de personnes. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont des problèmes de mal au ventre ou qui gonflent ou qui ont des inflammations. Quand ils arrêtent les produits laitiers, ils vont mieux. Tout à fait. Et puis même le niveau du mucus, au niveau de la respiration, quand tu consommes beaucoup de produits laitiers. Mucus, tout à fait. Et c'est d'autant plus important on sait que le corona, il se met en avant notamment au niveau des poumons, de la sphère respiratoire. Et si en plus tu es congestionné et que tu as du mucus et tu as des problèmes de la respiratoire, moi je sais que globalement, si je mange j'adore le fromage, hein, comme tout le monde d'ailleurs, c'est une drogue, hein, le fromage. Hein. Qu'est-ce que c'est bon? Oui. On adore tout ça. Et en plus, il y a une substance spéciale en fromage, bon, on va pas rentrer dans le détail, mais qui est justement hautement, qui nous rend accro comme de la drogue. Et c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus de facilité à arrêter de manger du pain que du fromage. Hein. Je suis capable de manger du fromage sans pain. Maintenant, moins. Alors, voilà. En général, c'est intéressant. Plus tu as du mal à te passer d'un aliment, plus ça veut dire que très probablement tu es intolérant à cet aliment. C'est vrai, c'est ça le paradoxe. C'est tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Attends, on voit plus la liste par contre. Alors, on va retourner à la liste. C'est pour dire que moi, les produits laitiers, je les mets vraiment de côté. Bon, maintenant, si c'est dans vos habitudes et si c'est un par jour, c'est OK. Il faut savoir que en termes de protéines économiques, si vraiment vous n'avez pas de problème avec les produits laitiers, donc il faut vraiment vous dire, est-ce que j'ai vraiment une bonne digestion? Est-ce que j'ai pas de problème d'inflammation? Est-ce que j'ai pas de problème de mucus? Eh bien, il existe les fromages se conservent bien. Il existe même des fromages en conserve. C'est une espèce de fromage blanc à pâte molle. Qui permet d'avoir une source de protéines supplémentaires. Mais en réalité, c'est pas quelque chose qui est indispensable, puisque les protéines, on peut les retrouver dans le poisson, dans les œufs. Le calcium, eh bien, on va le retrouver dans les légumes. Voilà. Et puis sur 1 mois, 2 mois, je risque pas de faire une carence en calcium. Donc, pour moi, c'est pas une source nécessaire. Je la mettrai pas. Je mettrai peut-être une plaquette de beurre parce que le beurre est l'un des rares produits laitiers qui ne pose pas de problème d'inflammation et qui met un bon goût aux préparations. C'est assez intéressant, hein. C'est-à-dire qu'en réalité, à une époque, on donnait aux enfants, pour qu'ils aient chaud l'hiver lorsqu'ils allaient à l'école, une petite bouteille de vin sucré. Ouais, de lait concentré. La génération de nos parents, c'est ça. Non, mais ça, c'était du vin avec du sucre. Ah, du vin avec du sucre. Ah ouais, d'accord. Oui, donc quand tu donnais ça à des enfants, tu vois, très vite, il se crée une dépendance. Donc, ça crée un problème d'alcoolisme. Et à une époque, il y a un homme politique, je me rappelle plus, qui a proposé justement de remplacer le vin par le lait sucré. Donc, comme c'était fourni par l'État, déjà, ça donnait des débouchés à notre industrie. Donc, ça a permis de développer notre industrie laitière, donc d'avoir notre autonomie en production d'aliments. Et de lutter contre la problématique d'alcoolisme. Donc ça a réussi. Donc c'est quand même une bonne chose. Et en même temps, finalement, on s'est aperçu que les 3 produits laitiers par jour, c'était pas aussi favorable que ça à la santé, parce que certaines études montrent que effectivement, le risque de développer un cancer peut augmenter à partir de la consommation de certains acides aminés qui se trouvent dans les produits laitiers, donc de certains bouts de protéines, qui correspond à 3 produits laitiers par jour. C'est-à-dire que si vous prenez 3 produits laitiers par jour, vous augmentez statistiquement votre risque de développer un cancer par rapport à une personne qui n'en prendrait pas. Donc, il y a des suspicions sur le côté pro-cancer, pas cancérigène, c'est pro-cancer, c'est-à-dire que le cancer se nourrit de protéines qui se trouvent, d'acides aminés qui se trouvent dans les protéines du lait. Alors donc, là, j'évite complètement. D'accord. Donc on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord sur les produits laitiers. C'est pas ce qu'on conseille. Alors là, on attaque les féculents, les pâtes, les riz, les lentilles, tout ça. Alors,
Là, c'est la base indispensable. Alors, c'est la base indispensable si je veux survivre. C'est-à-dire, si je veux survivre, il faut des calories. Alors, surtout que là, cette liste-là, elle est faite, elle est bien calorique, hein. Ah oui. En gros, alors, je reprends ma table de calcul. Donc, la question est toujours d'apporter suffisamment de calories. Donc, si je me rappelle bien, alors c'est calories, pâte, on va faire calories, riz sec, riz cru. Ok, voilà, c'est 350 calories, kilocalories pour 100 grammes. Donc, je prends ma calculatrice. Donc, on dit... C'est bien, on fait des maths aussi, hein. C'est bien. Oui, c'est assez intéressant. Donc, ça fait 3500 calories par kilo. D'accord. Oui, c'est facile. Multiplié par 15. Alors, je dis c'est à peu près un équivalent. Hein, on fait une colle mal taillée. Multiplié par 15, ça me donne 52 000 calories. Ouh, c'est riche. C'est riche. Parce que si je divise ça par 30, ça me fait 1700 calories. Alors que j'ai pas mis d'huile et j'ai pas pris le poisson avec. Et puis les pâtes, on rajoute du gruyère, on rajoute du parmesan, non, on rajoute de la viande. Tu te rappelles qu'on a sauté la case Oui, je sais, non, mais je parle des gens globalement. Les pâtes, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens pour toi qui mangent des pâtes sans rien? Généralement, on a envie de rajouter des choses. Non, mais ce que tu peux faire là, alors là, l'idée, dans les conserves que je pourrais prendre par exemple des conserves de tomates qui me permettraient de mettre un peu de saveur. L'huile d'olive te permet de relever des pâtes. Le riz, lui, se mange plutôt cru. Enfin, cru, non assaisonné. Les lentilles ont plutôt besoin d'assaisonnement. Mais c'est là où, justement, je vais sortir mon oignon. Alors, l'une des façons de préparer le riz et les lentilles de façon que ce soit bon, sans beaucoup de choses, c'est tu fais revenir l'oignon dont je te parlais tout à l'heure dans de l'huile d'olive, tu fais revenir le riz ou les lentilles, puis ensuite tu verses l'eau pour le laisser gonfler. D'accord. Donc, ça te permet, c'est une façon de cuire qui te permet vraiment d'avoir facilement de la saveur. Et si tu as, comme moi, un petit stock d'épices, eh ben, un jour, ça va être mon mélange curry, un jour, ça va être mon mélange mexicain, un jour, ça va être mon mélange ayurvédique, et puis un autre jour, ce sera juste une noix de beurre dans mes pâtes. Ok. Voilà. Si en plus je peux aller chercher certaines plantes, parce qu'il y a des plantes qui sont comestibles. Alors là, on ne pourra pas en parler ce soir, mais il y a sur Internet des listes de plantes comestibles. Donc, si vous avez une forêt à côté de vous, les orties sont des plantes comestibles. Alors, évidemment, si vous prenez les 4 feuilles d'en haut, ces feuilles sont non seulement comestibles, elles ont une très bonne saveur. Et il existe des plantes comestibles qui ont une très bonne saveur, puis d'autres qui sont moins agréables. Donc, mais avec ça, on va apporter les calories nécessaires. Par contre, là, c'est l'idée de cette personne-là, c'est de faire les réserves qui vont durer c'est-à-dire que je fais une boîte qui me fait 1 mois, que je vais garder pendant 1 an. Alors que là, moi, si je suis plutôt dans mon rythme de dire, ben voilà, ça va durer 1 ou 2 mois, a priori, le coronavirus. Ouais. Donc, si je veux avoir 1 mois de réserve, eh bien, je peux prendre ça, mais je vais prendre à côté ce que je prends d'habitude, c'est-à-dire de faire un bon stock de légumes pour rehausser ces aliments-là, pour les cuisiner, rajouter une poêlée de légumes à côté. Surtout qu'il y a certaines personnes, quand ils prennent des pâtes ou du riz, eh bien, voire des lentilles, mais c'est souvent du riz et des pâtes, ça leur donne du mucus. Oui. Donc, là encore, c'est fragilisant des mucosités. Donc, pour certaines personnes, j'ai beaucoup de personnes qui ont des problèmes de digestion. Le jour où ils arrêtent de manger des pâtes et du riz, ils se mettent à mieux digérer. C'est mon cas. Moi, tout à fait. Moi, je n'ai pas du tout ce qui est. Alors, le pire, moi, c'est les légumineuses, hein, les lentilles. Alors, ça, pourtant, c'est l'horreur. Mais le pâte riz, pareil, ça fait facilement du mucus. De toute façon, voilà, il y a un truc important, c'est que vous mangez quelque chose et vous commencez à avoir envie de vous moucher pendant le repas. C'est pas bon signe, généralement. C'est que vous mangez quelque chose qui est pas forcément adapté. Voilà. Exactement. Et donc, effectivement, tu fais partie des personnes pour qui l'alimentation à base de céréales n'est pas adaptée du tout et elle est plutôt fragilisante. Et toi, tu as plutôt intérêt à faire un stock de légumes. Alors, le problème des légumes, c'est qu'ils sont beaucoup moins caloriques que les pâtes et le riz. Oui. Donc, l'une des astuces, c'est déjà de faire des stocks, par exemple en surgelé, de faire des stocks, c'est parce que les légumes se stockent beaucoup moins bien.
Donc, c'est de remplir le frigo et de remplir le congélateur. Voilà, nous, on est passé aussi chez Picard et on a acheté toute une collection de poêlés de Picard. C'est très bien que tu parlais surgelé. Ouais. C'est très bien que tu parlais surgelé parce que je voulais en parler parce que il y a trois façons. Il y a les produits frais, donc qu'on achète au marché, au magasin. Ça, comme on sort pas, on est confiné, ça dure pas longtemps. Après, il y a les produits surgelés et en conserve. Je sais que toi, tu es un grand défenseur du surgelé comme moi. Et à l'heure actuelle, on va dire que à l'heure actuelle, on n'a pas de problème de frigo et congélateur. Voilà. Moi, a priori, on s'attend pas à une coupure d'énergie. Donc, a priori, on peut compter sur notre frigo, notre congélateur. Première chose, c'est les légumes frais. Oui. La deuxième chose, ça va être les surgelés. Et le pire, c'est les conserves. Les surgelés sont entre les deux. On sait qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une perte qui est mal quantifiée. Donc, on sait que c'est moins bien, mais que c'est pas aussi la cata que les conserves qui sont simplement cuites, ultra cuites pour la conservation, et ensuite qui sont recuites par nous. Donc, on sait que la cuisson est l'ennemi des vitamines. Oui. Donc, c'est un excellent compromis. Ça prend un peu plus de volume, et puis ça permet d'avoir des choses qui sont savoureuses, faciles à préparer. Comme je disais, les oignons, c'est vraiment quelque chose qui se conserve très très bien. Les pommes de terre, donc qui est une source de féculents qui se conserve bien, pommes de terre, patates douces, ça peut être des choses qu'on peut conserver dans la cave de son appartement. Je voulais juste spécifier quelque chose. Là, faut comprendre, on est exactement le 19 mars 2020. Pour l'instant, on a un confinement qui devrait durer à peu près un mois et demi, on ne sait pas trop. On est dit 15 jours, mais ça sera bien plus. Oui. On n'est pas en mode, comme la liste qu'on vous a montré, qui est en mode survivaliste. En gros, on va être des mois bloqués chez soi. Voilà, évidemment, là, il faut comprendre aussi le contexte. Le contexte, c'est qu'on est pour l'instant dans une France où il y a encore l'électricité, il y a encore les frigos qui marchent, Internet. C'est juste toujours remettre le contexte qui est important. Voilà. Peut-être que dans quelques semaines, on vous dira que là, on ira plus vers des choses comme des conserves, je sais pas, où on verra. Voilà, tout à fait. On verra tout à l'heure les autres alternatives qu'il peut y avoir aux réserves. C'est-à-dire que moi, grosso modo, quand quelqu'un me pose la question, je lui dis simplement, faites vos courses en double. C'est une solution qui est super puissante, puisque si je fais les courses de ce que je sais qui me convient bien, la méthode suisse, ça donne de la marge. Donc, soit ensuite, je décide d'espacer mon espace de course, comme ça, je réduis le risque d'intoxication, de contamination plutôt. Soit, chaque semaine, je fais mes courses, et ce qui fait qu'au bout d'un mois, j'ai un mois de provision. Et rien ne se jette, puisque au bout d'un moment, je finirai toujours par consommer ce que j'ai acheté. C'est ça. Alors là, on attaque la partie que j'aime le plus, mais c'est la viande. Voilà. Alors la viande, pour moi, je l'ai déjà traitée, puisqu'on en a parlé de poisson tout à l'heure. D'une part, on a parlé, les conserves de poisson pour moi alors ça existe aussi en surgelé, c'est pratique. Et l'autre chose, c'est les céréales légumineuses. C'est une association de protéines végétariennes. Donc ça m'évite d'avoir de la viande qui est difficile à conserver. Alors je en aurai un peu, mais la viande est l'un des aliments qui doit le plus être frais. Donc, entre les poissons en conserve et céréales et légumineuses, pour moi, j'ai la quantité qu'il faut de protéines. Je peux avoir un peu de pâté, de choses comme ça. Alors moi, je mange de plus en plus végétarien, mais pour moi, c'est pas nécessaire. Et en plus, c'est quelque chose qui se conserve difficilement. Donc, le moindre accident de coupure, et hop, je me retrouve, j'ai perdu mon stock de viande. Est-ce que ce serait pour ça qu'il a demandé d'acheter plein de sel? Parce que c'est que le sel, c'est comme ça qu'on utilisait pour conserver la viande à la base. Non, parce que c'est le protocole pour conserver la viande, c'est pas 100 grammes de sel. Là, il aurait dit 5 kilos de sel, parce qu'il faut vraiment que la viande soit presque dans une coque de sel pour se conserver. Oui, tout à fait. Voilà, tu vois, par exemple, il parle du jambon. Tu sais que tu as le jambon à l'italienne. Tu sais, ce jambon qu'on découpe en tranches, ce jambon marron sombre, ce jambon de Bayonne. Il est délicieux, il se conserve très bien. Je pourrais éventuellement en prendre un. Parce que c'est un mix entre le séchage et le salage et le fumage. Ça dépend des stratégies utilisées. Puis là, je vois qu'il a un truc un peu plaisir, qui est les fameuses barres de céréales qu'on utilise quand on fait du sport. Ah, mais pas que. Alors, il y a un petit principe. L'idée est la suivante, et elle est pas bête. C'est que si en confinement, on est en situation de survie, mais si en situation de survie, on est émotionnellement pas bien. Et donc, le réconfort de l'aliment, c'est le principe, c'est la stratégie. Donc, c'est d'avoir son petit réconfort.
Alors, lui, il recommande des barres de céréales, enfin quelque chose que tu vas grignoter à 1 par jour. Tu vois, tu sera ton petit plaisir, ton petit ta barre de céréales ou n'importe quoi. C'est moins pour les calories que pour le plaisir que ça t'apporte. Donc, c'est pas des aliments santé, ce sont des aliments purement plaisir. On est d'accord. Euh, Je vois les flocons. Les fameux fruits secs et dont tu parlais tout à l'heure. Alors, par contre, ça, lâchez-vous. Alors là, il y en a deux types. Il y a les durs à coque qui ont l'avantage d'apporter des protéines, et il y a les mous. Alors, il faut savoir que les fruits secs, ça coûte entre 10 € le kilo pour les raisins, la banane, les bananes séchées. Oui. Mais c'est des choses très sucrées, mais c'est des choses qui remontent bien le moral, jusqu'à une quarantaine de kilos pour les noix de cajou et les amandes. D'accord. Et l'idée de faire un gros stock de fruits secs, l'avantage, c'est que ça se conserve longtemps, donc on les mangera toujours. Donc, par exemple, quand j'étais au magasin bio, j'ai vu qu'effectivement, tout ce qui est vrac a été dévalisé. Donc, les noix, les amandes, les noisettes, les cubes de coco que j'adore, les raisins secs, les bananes séchées, les abricots, les baies de goji, etc., etc. Là, faites-vous plaisir parce que c'est des choses qui vous apportent du sucré, donc le plaisir réconfortant du sucre, mais en plus qui apportent réellement des vitamines, des minéraux et des fibres. Donc, c'est super intéressant. Les tablettes de chocolat, ben ça c'est la même chose, tablettes de chocolat, paquets de gâteaux, ça c'est des choses qui apportent du plaisir et ben voilà, imaginez que ça fait 10 jours que là on n'a plus le droit du tout de sortir, on a fini de regarder l'intégralité de Netflix, on déprime un peu tous les uns sur les autres en famille, ben se descendre une petite tablette de chocolat permet de remonter un peu le moral. C'est un rapport de l'hormone du plaisir, hein, je crois. Le chocolat, exactement. normalement. Enfin, de toute façon, tout ce qui est sucré favorise la fabrication de la dopamine qui te dope et donne le plaisir d'agir et la sérotonine qui te rend serein. C'est ça. Donc là, tout ça, c'est la partie petit plaisir. Donc si vous voulez être dans petit plaisir santé, les fruits secs, c'est pas mal. Alors les flocons d'avoine, c'est pas mal aussi pour le petit déjeuner, mais aussi c'est pas mal. J'en parlerai tout à l'heure. Les flocons d'avoine est un excellent aliment de survie. Mieux que les pâtes. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Alors moi, j'ai pas de chance, parce que c'est des aliments que je digère pas du tout. Donc moi, je sais pas si je vais survivre. Stéphane, tu me fais peur. Alors non, écoute, tiens, regarde, il a sorti les beurres de cacahuètes. J'ai pas le droit de manger de viande, tu sais, des trucs. Non, le chocolat, ça va. Et d'ailleurs, on va dire aussi du chocolat noir plutôt. Plutôt du chocolat genre 70%. C'est du chocolat au lait. C'est pas du Milka qu'on conseille. Attention, là, on est sur la partie plaisir. C'est-à-dire que, en gros, si tu es fumeur, tu mets une cartouche de clope. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un excellent. D'ailleurs, c'est un excellent moyen de faire de la contrebande, tu sais, la cigarette, l'alcool en période de crise. En période de crise, il faut savoir que les choses qui... Alors, tu vois, lui a mis carrément la bière, le vin, les alcools forts, les cigarettes. Il existe une excellente marchandise qu'il n'a pas mis dans ses stocks et qui est pourtant capitale, qui est le café. Oui. Le café, le sucre seraient, en cas de grosse crise, certainement les monnaies d'échange les plus intenses. C'est vrai. Parce que c'est des choses alors ça, farine, tu vois, c'est bien de première nécessité. Ton paquet de pâtes à 1 kilo à Lidl que tu as acheté 70 centimes, en cas de crise, il vaut de l'or. Donc, alors là, cette partie était la partie petit plaisir. Donc l'idée, c'est de trouver des petits plaisirs qui me conviennent. Donc, en fonction, tu vois que lui, on voit qu'il se préoccupe pas totalement de sa santé. Mais si vous voulez être plus santé, vous faites votre petit stock de fruits secs. Je peux vous assurer que grignoter des bananes, waouh, ça remonte le moral. On a le petit chou de sucre, mais là, on a en plus les vitamines et les minéraux. Ensuite, effectivement, lui, il voit la marchandise, donc alcool, cigarette, si vous en consommez. Le café, vraiment, je le recommande parce que c'est quelque chose qui se conserve très bien. Et puis, si vous en consommez aussi, c'est important de prendre votre stock de café. Alors ça va sur l'hygiène corporelle. On va peut-être pas parler d'hygiène corporelle. Là, je pense qu'on a déjà parlé un moment, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses. On peut le faire pour une prochaine fois. Je vais revenir, ouais. Ou sinon, comme tu veux. Voilà. Je pense que là, on est concentré sur l'alimentation. Voilà. Pour l'hygiène corporelle, il faut savoir qu'il y a un seul truc. Ouais. C'est le savon. Si tu as du savon et de l'eau, tu es propre. Tu vois, c'est pas la peine de te préoccuper à avoir,
Moi, la méthode de la course en double, elle est juste extraordinaire. Si tu as ton shampoing et le double de ton shampoing, ça te fait quand même de la marge de manœuvre. C'est très bien que tu parles de ça, Stéphane, parce que moi, je propose, là, moi, je pense qu'on va arriver à terme. Là, on est quasiment à 1 heure. Ouais. Moi, ce que je te propose pour une première, déjà, voilà, à la base, on s'est dit qu'on ferait une demi-heure, puis finalement, on fait 1 heure. En même temps, quand on parle avec des gens passionnés, bah, ça devient passionnant. Ça, je le dis souvent. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit récapitulatif, on va dire, des 5 choses à retenir. Par exemple, si quelqu'un, on résume un peu, simplement, rapidement. Moi, je dis que ce que j'ai noté, ce qui m'a parlé de la méthode suisse, c'est-à-dire tu fais tes courses, tu achètes en double, voire en triple. Tu vois, tu achètes, c'est la méthode suisse. Voilà, c'est la méthode la plus simple. Pourquoi? Parce que c'est des choses que vous consommez, que vous consommerez, donc vous jetterez rien. Et c'est des choses que vous savez qui correspondent à vos habitudes. Alors, en imaginant que vous avez l'habitude de consommer ce que vous mangez, ce que vous digérez bien, ce qui vous convient bien. Voilà, il y a des gens qui ont fait des stocks de pizza. Ben, il y a peut-être des gens qui mangent des pizzas tous les jours. Mais je peux vous assurer qu'une monodiète de 1 mois de pizza, au bout d'un moment, ça se voit quand même sur le corps. Hein. J'ai beau dire que sur 1 mois, on a un peu de réserve. Si on prend absolument rien sans vitamines, sans minéraux, ça se sent. Et tout ce qui est industrialisé est quasiment avec très peu de vitamines, très peu de minéraux, puisqu'il y a eu cuisson. Et en plus, quand on réchauffe, donc c'est d'essayer de trouver le maximum d'aliments riches en vitamines. Donc, les courses en double, c'est vraiment la meilleure stratégie, plutôt que d'acheter des pâtes que vous consommerez jamais si vous mangez pas de pâtes, ou des lentilles si vous n'en digérez jamais. Par contre, si vous êtes vraiment inquiet, vous pouvez prendre 1 ou 2 paquets de lentilles que vous pourrez faire germer, de la lentille blonde ou de la lentille verte. Donc, ça vous permettrait de faire des graines germées. De prendre des noix, des amandes, des noisettes, mais aussi des fruits secs qui se conservent longtemps. De prendre des pommes qui se conservent suffisamment longtemps. De prendre des oignons, des pommes de terre, des carottes qui ont déjà un temps de conservation assez long. Vous avez aussi ces fameuses fines herbes qui sont dans leurs petits pots, donc qui vous permettent d'avoir des choses ultra frais pendant très longtemps. Et comme je l'ai déjà dit, mais les graines germées est un des moyens. Donc, si, comme beaucoup de personnes, vous avez acheté un germoir et qu'il est en train de dormir quelque part dans la cuisine, ressortez-le, achetez un pack de graines germées, ça vous boostera les vitamines et minéraux que vous avez au quotidien. Et effectivement, pensez quand même à avoir le minimum syndical de calories par jour, c'est-à-dire environ 300 à 400 grammes de céréales légumineuses ou pommes de terre dans votre quotidien, une petite source de protéines, des œufs, du poisson en conserve. Mais de toute façon, quand vous faites ce que vous prenez en double ou en triple, c'est quelque chose qui va se conserver suffisamment longtemps, donc vous allez le consommer quand même, mais ce sera ce que vous connaissez déjà. Donc, c'est pour moi la meilleure stratégie. Maintenant, la liste qu'on a vue, c'est une liste pour quelqu'un qui veut faire remplir une boîte, la mettre dans sa cave et pendant 1 an, ne pas y penser, sauf s'il y en a besoin. Voilà. Donc, ce qui n'est pas encore le cas. Et Stéphane, je crois qu'on a résumé ce qu'on a dit. Donc, c'est une première. Et puis, on a d'entendre des commentaires un peu, des sujets. On a déjà de toute façon, on a de quoi tenir. Nous, on a de quoi tenir au niveau sujet. Hein. On a un stock d'idées à mettre en place. Ben justement, on pourra proposer aux personnes, donc là on va mettre cette vidéo sur nos chaînes respectives et on proposera aux personnes de se donner rendez-vous, donc on se dit mercredi prochain. Ouais, écoute. Est-ce que 19h te va? Ouais, très bien. Alors on dit mercredi prochain 19h et donc on va mettre ça sur les chaînes YouTube et ce qu'on fera pour pouvoir bénéficier de l'interface qu'on a où on peut échanger, où on peut montrer nos écrans. Voilà, on mettra l'adresse d'un lien où les gens peuvent s'inscrire et quand ils s'inscrivent, ils seront informés avant, ils pourront participer, poser leurs questions à l'avance, comme ça on répondra aux questions que se posent les gens. Et la prochaine fois, je crois qu'on avait parlé d'un thème, moi que j'ai trouvé très très sympa. C'est les 5 aspects positifs du corona. Enfin, c'est surtout les 5 aspects positifs. Non, positifs. Justement, le fait des changements qui sont causés par le corona, le fait d'être obligé de rester chez soi, de moins travailler, de moins se déplacer. Quelles sont les opportunités que ça donne pour nous comme, surtout notamment on parlait en tant que du point de vue masculin. Ben justement, est-ce que c'est pas pour nous l'opportunité de faire un petit bilan, de mettre en place des choses, parce que c'est la première fois qu'on peut vraiment gérer notre rythme de vie.
Donc, ça pourrait être le moment où on peut en profiter pour faire un petit point. Si je suis un peu en mode épuisement, c'est de réduire mes journées et de me reposer au maximum pour refaire le plein des batteries, puis finir cette période-là avec plus d'énergie. Mais ça peut être aussi le moment de réfléchir sur à quel point la vie que je menais d'habitude me convient ou pas, et à quel point je pourrais la modifier pour que à la sortie de cette période, j'ai de nouvelles opportunités. Et puis aussi, de se dire, le fait d'être enfermé chez soi, c'est l'opportunité de faire des expériences. Voilà, celle de travailler en caleçon et mal rasé, c'est ça. Mais aussi celle de manger un peu mieux, celle de respecter ses rythmes de sommeil. Voilà, il y a pour moi des aspects positifs. Tu vois, c'est le fait d'être entre midi et deux, d'être pas avec les collègues. Je peux prendre 1 heure à lire un bouquin de développement personnel, par exemple. Chose que je me prouvais de faire depuis quelques années. Alors attention Stéphane, je sais que toi et moi on est très bavards et on va en trop en dire. Attends, faut faire un teaser quand même pour la prochaine fois. On va pas tout dire. Donc, on va vous mettre tout de suite le lien sur les 5 aspects positifs du confinement. C'est ça. Bon écoute, c'était super. Je suis très content de cet échange et puis j'espère que vous allez aussi apprécier et notamment ce côté, comme Stéphane et moi on se connaît, donc il y a un côté un peu bistrot. On n'est pas des Jean-Michel Cohen. Hein, on est on n'est pas, mais on parle. Puis bon, j'espère que vous avez apprécié cette première mouture et puis je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit retour sur les vidéos sous l'endroit où on mettra les vidéos. Enfin, moi, en tout cas, je sur YouTube et probablement sur Facebook. Donc, de nous faire un retour pour qu'on puisse l'améliorer. Et si vous avez envie de participer à la prochaine sur l'opportunité qu'offre le confinement du coronavirus, inscrivez-vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.